Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Bercy. Merci de votre présence pour l'inauguration de France Design Week. Avant de commencer, une petite information. Un certain nombre de personnes, malheureusement, ne pouvaient pas être avec nous en présentiel parce que nous étions dans une jauge limitée. Mais beaucoup de monde, je crois, près de plus de 200 personnes étaient prêts à se connecter à distance. Nous avons mis aussi à disposition une plateforme qui s'appelle Livestorm et qui permet aux gens non présents de pouvoir poser des questions au moment de toute l'après-midi et nous essaierons d'être le meilleur des relais. Avant de commencer, nous allons entendre deux de nos ministres, par commencer par Madame Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, qui sera suivie d'une intervention de Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'industrie. Mesdames, Messieurs, chers amis, quel plaisir de participer par ce message au lancement de France Design Week. Que vous soyez physiquement présents ou connectés en ligne, vous êtes, par votre mobilisation, les artisans de cette réussite. Cette édition s'inscrit dans le prolongement de l'édition 2020. Elle a pour but de mettre à l'honneur la diversité du design français et de faire connaître ses potentialités à tous. Le design est l'alliance de la création et de la production. C'est un véritable terreau d'innovation. Ses apports sont multiples, souvent insoupçonnés. Le design peut, par exemple, apporter une aide précieuse dans la définition de la stratégie des entreprises ou dans la transformation des services publics. C'est un vrai levier de transformation des modèles économiques et sociétaux. C'est pourquoi je salue votre enthousiasme, vous, les acteurs du design, et votre volonté d'ouvrir vos portes tout au long de ce mois de septembre dans toute la France. Vous participez ainsi à créer des conditions de dialogue, de débat, qui sont autant de moments de partage et de transmission. Vous contribuez à porter le design au plus près de nos concitoyens. Vous le savez, la manifestation France Design Week a été souhaitée lors des Assises du Design en 2019. Je suis fier que le ministère de la Culture ait soutenu cette dynamique dès son origine. Je tiens à remercier Thierry Mandon qui, en tant que président de la Cité du Design de Saint-Étienne, a porté l'organisation des Assises et qui, depuis, apporte son soutien actif aux initiatives qui en découlent. France Design Week permet, entre autres, d'identifier les savoir-faire et les forces dans tous les territoires, de partager les stratégies qui fonctionnent et de faire rayonner le design français. À vos côtés, le ministère de la Culture a déployé plusieurs instruments pour améliorer le rayonnement du design en France et à l'international. Ainsi, notre soutien financier a été renforcé auprès des événements phares et des structures professionnelles telles que le Forum Design, l'Alliance France Design ou encore l'Association pour la promotion de la création industrielle. Les établissements du ministère dont les compétences sont liées au design ont reçu de nouveaux fonds pour soutenir le design. En témoigne la belle campagne d'acquisition du mobilier national. Le ministère de la Culture, en lien étroit avec l'Institut français, prépare activement la présence française à la Triennale de Milan en 2022. Pour un meilleur suivi, le Bureau des industries créatives a été créé en janvier 2021 au sein des services de mon ministère. Ses missions couvrent les métiers d'art, le design et la mode. Enfin, et c'est le plus beau symbole de cette journée, la création du Conseil national du design.
La première réunion de son bureau se tiendra très bientôt. Ce nouveau conseil est le fruit d'une volonté conjointe du ministère de la Culture et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. J'en profite pour remercier Agnès Pannier-Runacher et ses équipes pour la fructueuse collaboration que nous avons engagée. Les travaux de cette instance seront des repères pour tous les acteurs du secteur. Je salue les membres de ce conseil et souhaite que leurs travaux éclairent les décisions futures. Chers amis, je me réjouis de voir l'ébullition créative de l'écosystème du design français. Et plus encore, je me réjouis de constater que les idées avancées lors des assises du design prennent forme. La structuration des actions se poursuit et le design est un acteur actif de la relance économique de notre pays. Je vous souhaite une belle, très belle France Design Week. Monsieur le directeur général de la Cité du Design, cher Thierry Mandon, Monsieur le président de l'Agence pour la promotion de la création industrielle, cher Dominique Siama, Mesdames et Messieurs, bienvenue à Bercy pour cette seconde édition de France Design Week qui permet de valoriser l'écosystème du design encore méconnu et pourtant si riche en écoles, en réseaux et en projets. Je ne peux malheureusement pas être à vos côtés aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message vidéo pour saluer votre mobilisation. Comme vous, j'en suis convaincue. Le design, c'est un formidable levier de croissance. C'est un formidable levier d'innovation par les usages, mais aussi un formidable levier de différenciation des produits et des services. Le rôle des acteurs du design, votre rôle, est essentiel pour questionner les projets, élaborer des prototypes, tester des solutions afin qu'elles répondent au mieux aux besoins des consommateurs finaux. Un produit bien pensé, c'est un produit qui trouve son débouché. C'est la clé du succès des innovations. À l'heure de la relance industrielle, il est donc essentiel de s'appuyer sur le design pour gagner des marchés par la compétitivité hors prix et se différencier par l'originalité et la pertinence des solutions proposées. La France dispose de leaders mondiaux qui ont naturellement recours au design, en particulier dans les secteurs de la mode, du luxe, de l'ameublement. Nous avons également des entreprises qui ont placé le design au cœur de leur modèle économique. Je pense à de grandes entreprises comme Decathlon, mais également à de belles PMI, pour qui le design s'est révélé stratégique, Tuan dans le textile médical ou Technilum dans le mobilier et l'éclairage urbain. Aujourd'hui, nous devons passer un cap. Le recours au design peut et doit être mieux partagé. Bien sûr, le design est utile en phase finale de conception d'un produit pour apporter une touche de style ou finaliser un packaging, mais il est bien plus puissant de l'intégrer en amont du processus de l'innovation. Cela vaut pour les grandes entreprises, mais cela vaut aussi pour les petites et moyennes entreprises. C'est en rendant visibles les apports du design à des projets concrets que nous saurons embarquer les entreprises qui produisent dans cette démarche. Le label France Design Week permet de valoriser les nombreux événements organisés partout en France pour y contribuer. Je veux vous souhaiter un grand succès pour cette semaine d'événements. Dans quelques instants aura lieu le premier bureau du Conseil national du design. Le principe de ce conseil a été acté lors des assises du design en 2019 par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Cette instance, qui se veut agile, opérationnelle, devra contribuer à la structuration de l'écosystème du design et au déploiement du design dans l'économie. Elle doit se doter d'une feuille de route ambitieuse. Il s'agira notamment de proposer une évaluation des dispositifs d'appui économique au design pour renforcer les différentes incitations qui ont été mises en place ces dernières années. Je fais référence aux designers en résidence dans des pôles de compétitivité, ainsi qu'au diagnostic design de BPI. Je pense aussi à la prise en compte des dépenses du design dans certains programmes de financement de l'innovation. L'évaluation de ces dispositifs par le Conseil national du design sera indispensable pour décider leur extension ou des mesures complémentaires. L'objectivation de la valeur créée par le design est évidemment un exercice compliqué, ce n'est pas une science exacte. Mais le constat est implacable. Les dépenses en design ont un effet positif à court terme sur le revenu des entreprises. Le Conseil national du design aura la tâche de produire un cadre d'évaluation plus précis de cette valeur ajoutée du design, en sollicitant en tant que de besoin les universités compétentes.
Je sais pouvoir compter sur votre implication collective pour faciliter les travaux du Conseil. C'est ensemble que nous parviendrons à donner au design la place qu'il mérite dans notre économie. Merci à tous et bon travail. Merci. Merci à nos deux ministres de soutenir l'ensemble de la filière du design. Et comme je vous le disais, on est aujourd'hui réunis pour le lancement de France Design Week qui va être véritablement dans sa première version. Il a eu lieu l'année dernière, mais dans les conditions que l'on connaît tous, qui étaient compliquées, difficiles. Et on peut dire que c'est véritablement cette année que France Design Week prend toute son ampleur avec près de, même plus de 350 événements sur l'ensemble du territoire. Mais avant d'échanger, de discuter avec l'ensemble des régions qui sont présentes aujourd'hui et qui vont nous expliquer à la fois leur implication, à la fois leur écosystème et à la fois ce qui se passe concrètement sur l'ensemble de leur territoire. Je vais inviter Thierry Mandon, directeur général de la Cité du Design de Saint-Étienne, afin qu'il nous rappelle le contexte des assises du design dont nos ministres ont fait référence il y a quelques instants. Thierry. Merci. Bonjour d'abord à tous et à toutes. Ça fait chaud au cœur de pouvoir se retrouver de manière presque humaine. On n'a pas encore tout à fait le droit de s'embrasser, de se serrer la main. Bon, ben, et puis aussi, surtout un peu comme les médaillés olympiques, je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent par Internet, pas ma famille, mais tous les designers des territoires, les entreprises qui utilisent le design, les acteurs du design et qu'on n'a pas vu depuis ça fait très très longtemps. Les assises, inutile d'y revenir, le calendrier à l'époque était un calendrier qui était ce qu'il était, décembre 2019, on n'avait pas tout à fait prévu que quelques semaines après, la France allait être confinée et qu'il serait si difficile de mettre en œuvre un certain nombre des engagements des assises du design. Donc je rappelle que c'est une organisation collective, absolument collective, et que c'est ce qui d'ailleurs fait sa force, et ce qui fait la force des suites dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on lance la deuxième France Design Week. Donc, il y en a une première, ça a été rappelé. Ça a été la première conséquence concrète des assises. Ce n'est pas un hasard si ça a été la première conséquence. D'abord, il y avait un modèle, la Paris Design Week, qui ouvre dans quelques jours. Puis, il y avait surtout une volonté de l'APCI et de Dominique Siama, je peux en témoigner, quasiment le lendemain même des assises, de lancer cette France Design Week dès l'été 2020. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses extrêmement importantes pour le design français qui se sont mises en place. Et je veux y insister parce qu'on a peu d'occasions de s'enthousiasmer. Quand on est le nez dans les dossiers ou dans les problèmes, pareil, on minimise ce qui se passe. Or, ce qui se passe à l'échelle modeste du design, c'est vraiment extraordinairement important. Je reviendrai sur le Conseil national. Les assises avaient beaucoup insisté sur la formation en design, sur la nécessité de renforcer un peu ce qui existait, de diagnostiquer ce qui existait. Et depuis les assises, le ministère de la Culture est en train de faire une enquête très profonde sur l'ensemble des formations design, des formations de design en politique publique sont soit lancées, soit élaborées par 27e région ou par Sciences Po Lyon et les ADS. Et donc, des choses très, très fortes ont bougé sur ce domaine-là. Sur le plan européen, donc international, une centaine de personnes de l'écosystème du design aujourd'hui sont réunies pour présenter un ou des projets, ils en jugeront, sur ce qu'on appelle le New European Bauhaus. Et après une mobilisation qui a été un tout petit peu difficile dans sa phase d'amorçage, il y a un travail considérable qui est lancé et qui est tout à fait à saluer. D'autres travaux sur un troisième point de conclusion des assises sur la monstration sont en cours autour de l'idée d'une galerie nationale du design. Je pourrais faire une liste très longue. Bref, les assises, c'était il y a moins de 2 ans et ont déjà à leur bilan, à leur actif, des réalisations très concrètes qui permettent de changer un peu le modèle. Mais aussi et surtout, ça a été dit d'un mot, je ne développe pas,
le Conseil national du design qui va enfin être lancé dans quelques heures avec la première réunion de son bureau. Ça, c'est attendu depuis toujours, pratiquement. Ça répond bien à une des critiques qui avait été faite aux Assises du design et dont les organisateurs collectivement étaient conscients, c'est qu'il faut que le monde public, les acteurs institutionnels de l'univers du design, les professionnels, les designers participent de la structuration, mais il faut aussi que les usagers du design, les entreprises, les acteurs économiques, y participent si on veut passer au-delà du score quand même assez faible d'utilisation du design dans la vie économique. Si on décortique l'étude du CIS, l'étude européenne du CIS sur l'autodéclaration des entreprises françaises sur celles qui utilisent le design, on l'a fait il y a assez peu de temps, ce décortiquage, on arrive au taux de 11,2% d'entreprises françaises qui déclarent qu'elles utilisent le design. Donc, il suffit de faire une soustraction pour voir qu'on est presque à 90% des entreprises qui, je ne sais pas si elles ne demandent qu'à l'utiliser, mais en tout cas peuvent l'utiliser demain. Et donc, c'est vraiment extrêmement important cette création du Conseil national, tant pour conseiller les pouvoirs publics que pour faire œuvre de prosélyte. Et c'est surtout, j'y reviens, une occasion de s'enthousiasmer, parce qu'on nous disait « Ah, mais jamais, j'y arriverai, les gens du design, c'est des indépendants, ils travaillent tous dans leur coin, ils ne s'aiment pas entre eux, ainsi de suite. » C'est faux. On a fait, grâce au ministère, que je veux vraiment remercier chaleureusement, et de la culture, et de l'économie, et les principaux responsables administratifs sont dans cette salle, ils ont fait un boulot formidable dans les conditions que j'ai évoquées. Grâce à cet appui-là, on a fait ce que Saint-Exupéry recommandait, presque ce que Saint-Exupéry recommandait. Il disait, faites-leur bâtir une cathédrale et ils s'aimeront. Alors, ce n'est pas une cathédrale qu'on fait. C'est au contraire essayer de faire une organisation agile, souple, efficace, mais à travers ces travaux, les assises, tout ce qui se passe depuis et le Conseil national, c'est en effet un resserrement des liens entre les acteurs de la filière qui rend tous ces succès, ces avancées possibles. Merci Thierry pour cet enthousiasme. Je vais maintenant appeler Dominique Siama, président de la PCI, sans laquelle cette France Design Week ne serait pas. Dominique, est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter le but de cette France Design Week? Oui, alors bonjour à tous déjà, merci beaucoup d'être là. Même si j'aurais préféré que vous soyez 500, mais partir 500 et vous connaissez la suite. Oui, alors la France Design Week, c'est d'abord, comme le disait Thierry, c'est le symptôme de notre réussite collective. Je pense que la première des réussites des assises, c'est justement qu'elles aient eu lieu, qu'elles aient réuni un écosystème qui ne se parlait pas, non pas pour les raisons que citait Thierry, mais parce que peut-être tout simplement on n'avait pas réuni les conditions pour qu'elles se parlent. Elle s'est parlé avec puissance. Et France Design Week, effectivement, a été le moyen le plus simple de donner corps encore à cette volonté de collaborer, de travailler ensemble et d'imposer un design généreux, puissant, créateur de valeur, créateur de liens. Ça a marché. Ça a marché. Pourquoi? Parce que, à l'image des Assises nationales du design, l'écosystème, et en particulier l'écosystème du design sur les territoires, ne demandait que ça. Les énergies, elles sont là, les intelligences, elles sont là, les initiatives, elles sont là, le sens des opportunités, il est là, et il nous suffisait d'une étincelle pour que ces intelligences s'articulent, produisent du lien, de la valeur, et donnent à voir la puissance du design. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, avec les moyens du bord, parce que les conditions étaient exceptionnellement difficiles, mais nous avons ignoré ce virus, pensant que le design était plus fort que tout. Et nous avons bien eu raison, puisque l'année dernière, c'est 250 événements qui ont eu lieu à la force du poignet et qui ont pu effectivement permettre au design de rayonner sur l'ensemble du territoire. Cette année, c'est 350 événements, et encore, on ne compte pas les événements de Paris Design Week. Paris Design Week, c'est un événement parmi les 350. Quand vous imaginez le nombre d'événements qu'il y a dans Paris Design Week, ça fait beaucoup d'événements. L'année dernière, c'est 250 événements, y compris les événements France Design Week. Donc vous voyez que on est passé à quelque chose de beaucoup plus puissant. La différence aussi cette année, c'est que nous avons le haut parrainage des deux ministères, c'est le ministère des Finances, de l'Économie et de la Relance, que je remercie énormément, le parrainage du ministère de la Culture, que je remercie aussi infiniment, et donc forcément, la puissance de la proposition est encore plus grande. Et puis nous avons des partenaires.
L'année dernière, on a fait vraiment ça à la force du poignet, et donc les partenaires, c'était nous les partenaires. Et cette année, je l'ai cité parce que sinon je me fâchais avec nos partenaires, on a JCDecaux qui nous a quand même donné la possibilité d'afficher dans 60 villes. C'est pas rien, hein, 60 villes. C'est des partenaires médias, c'est-à-dire DesignFax, Intramuros, Ideat, Étape, Design, Libération. Et puis, je voudrais aussi citer Lonsdal, l'agence Lonsdal, qu'on n'a pas pu remercier l'année dernière officiellement, puisque l'agence Lonsdal a créé toute l'identité graphique de France Design Week, qui est infiniment puissante, très belle, et qui donne aussi cette unité de la proposition, alors que cette proposition, elle est totalement distribuée. Et donc, je ne vais pas, moi, remercier tout le monde, hein, parce qu'il y a trop de monde à remercier. Hein, donc, et vous allez entendre l'ensemble des régions vous parler et vous décrire comment elles se saisissent de ces enjeux, elles le font parler sur les territoires. Je les remercie tous. Je voudrais remercier aussi deux personnes. Une en particulier qui s'appelle Lucie Galindo, qui est la déléguée, la toute nouvelle déléguée générale de l'Association pour la promotion de la création industrielle, mais qui est avec nous depuis longtemps, et sans qui ceci n'aurait pas lieu, parce que l'idée a germé dans sa petite tête d'abord, des assises, et puis ensuite elle a énormément donné de son temps pour faire ça, assistée de notre stagiaire, Emma de Smet, qui est assise à côté d'elle, voilà, et sans qui ceci n'aurait pas lieu, parce que ce sont elles les chevilles ouvrières de ce succès. Merci beaucoup. Merci Dominique. Alors c'est pas très grave, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, ce que je voulais remercier, mais on va la remercier deux fois et on va l'applaudir, je vous le propose, Lucille, parce qu'elle a fait un boulot formidable avec les moyens qu'on lui connaît. Un grand merci à toi. Il va être temps d'entendre toutes nos régions, de tout ce qui s'est mis en place depuis plusieurs mois et ces dernières semaines. Donc, je vais demander dans un premier temps à Céline, à Anne-Charlotte et à Oriane de venir s'installer dans l'un de ces fauteuils afin que nous puissions les écouter. Un petit mot auparavant parce que voilà, on va avoir 13 personnes qui vont venir tour à tour nous parler de ce qui se passe dans chacune des régions. Malheureusement, nous n'avions que 2 heures pour cet événement. On ne peut pas, on ne pourra pas faire intervenir tout le monde. Et c'est regrettable parce qu'il y a plein de gens qu'on ne verra pas sur scène et qui ont fait sur le terrain ou qui, à longueur d'année, font des choses formidables pour le design, pour le faire avancer, pour le faire exister. Voilà, il a fallu prendre certaines décisions pour organiser cet après-midi. Je m'excuse auprès de toutes ces personnes, mais leurs paroles seront entendues. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de France Design Week, sur le dossier de presse qui est mis en ligne. Et donc, maintenant, je vous propose de commencer avec une région qui a porté fort et haut le design durant une année complexe, pour ne pas dire difficile, et à cause de la Covid. Et je parle de la région Hauts-de-France, représentée aujourd'hui par Céline Savoie, ici présente, directrice de Lille Design, où Lille Métropole, je vous le rappelle, était capitale mondiale du design en 2020. Alors, chère Céline, ma première question, c'est comment continuer cette énergie formidable que vous avez développée pendant plus d'1 an, parce qu'il a fallu construire cet événement pour l'année 2020, avec les rebondissements qu'on a connus et les retards et les décalages. Mais comment, d'un point de vue strictement opérationnel aujourd'hui, vous continuez sur l'ensemble du territoire à agir? Bonjour à tous et merci Laurent. En effet, le titre de capitale mondiale a permis de mettre le pied à l'étrier à bon nombre d'acteurs du territoire en matière de design, en amont de l'année de célébration en 2020 et de se projeter au-delà pour notre structure, mais aussi pour les institutions comme la région Hauts-de-France, pour la métropole européenne de Lille
qui nous financent et qui ont financé l'événement de 2020. Alors la question à présent, c'est comment ancrer durablement le design en Hauts-de-France en s'appuyant sur le travail mené depuis plus de 10 ans par l'Île Design, mais aussi après l'éclairage et les démonstrations de qualité menées tout au long de l'année 2020 par le comité d'organisation, entre autres. Alors, comme vous l'imaginez, l'Île Design continue à œuvrer en matière de design de façon très opérationnelle. Hein. Et par exemple, on organise la grande leçon de design qui a lieu depuis 2018 chaque année. Et par exemple, Samy Rio est venu le 1er juillet et on a reçu 250 personnes au Tripostal de Lille. Ce qui veut dire que la sensibilisation et l'acculturation au design continue. Il y a une vraie attente et une vraie demande, en démontre le succès de la venue du public. Et c'est encore une fois un enthousiasme pour le public que de mieux connaître et de comprendre les démarches de designers. Ça, c'est un premier point opérationnel. Et puis, je dois dire que c'est l'actualité. La France Design Week est aussi un formidable courant qui mobilise un territoire, qui le rend attractif et qui le maintient aussi en prise directe avec les questions de l'innovation, avec les questions de la création. Et chez nous, en fait, c'est 38 lieux, 48 événements, grâce au travail de Thomas Hourdin, designer, qui est ici présent d'ailleurs, que nous avons sollicité et qui a été missionné pour coordonner la France Design Week avec l'Île Design. Et encore une fois, la France Design Week, c'est une opportunité de poursuivre une énergie et de poursuivre cette dynamique, de pérenniser la dynamique de notre territoire. Un autre exemple très opérationnel, c'est l'exposition de dépliage qui arrive prochainement, là, le 21 septembre, qui sera présentée au cœur du siège de région Hauts-de-France. C'est évidemment un concept travaillé avec la Cité du Design de Saint-Étienne, dès 2019 d'ailleurs, hein, à la fin de la dernière biennale, pardon. Et là aussi, on voit une vraie mobilisation des équipes internes de la région qui souhaitent mettre en place des visites pour leurs salariés, etc. Donc, encore une fois, des exemples très opérationnels. Et puis, il y a aussi le niveau institutionnel où, en effet, on se projette à 5-10 ans et construire une stratégie en matière de design est évidemment essentiel. C'est bien évidemment l'envie de capitaliser sur les efforts mis en place dans le cadre de Capital Mondial et pour le titre Capital Mondial. Alors, d'un point de vue institutionnel, il faut mentionner l'arrivée de Luther Kennom, qui est donc le designer intégré à la métropole européenne de Lille, qui est en charge du Design Lab. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'il est en place. C'est nouveau, c'est important. Il est au service des collectivités et il a en charge notamment les projets des collectivités, toutes les collectivités qui souhaitent se développer avec les outils du design. Encore une fois, c'est nouveau. Donc on montre, enfin voilà, ça montre aussi une véritable stratégie du territoire. J'observe aussi à présent qu'il y a des réflexes mis en place chez nous dans notre région Hauts-de-France. Je voudrais citer l'exemple de ce qui se passe avec la région, qui est donc notre financeur, mais la région intègre le design dans son plan de relance via les fonds européens. Il s'agit du programme REACT-EU. Et en fait, le design est identifié aux côtés de la logistique, mais de la digitalisation, comme l'une des briques pour accompagner la relance et la croissance des PME en Hauts-de-France. Donc c'est important, d'autant plus que la direction des partenariats économiques demande à l'Île Design de construire, concevoir et calibrer cet accompagnement ciblé pour les entreprises en matière de design. Une dernière chose aussi très stratégique, très importante pour notre territoire, c'est la création d'une école de design à venir, une mission qui nous a été confiée par l'Université catholique de Lille. Philippe Picot a également été missionné dans ce contexte et nous avons déjà rendu un premier livrable en juin dernier. C'est aussi ce qui fait partie des héritages de Capital Mondial et cela est tout à fait pertinent avec tout le travail mis en place par le campus d'excellence, le campus des métiers et des qualifications Image et Design. D'ailleurs, la directrice opérationnelle est là aujourd'hui, Emma, et tout cela devient extrêmement pertinent puisque le campus œuvre en effet du côté des lycées, des collèges et des écoles pour mieux comprendre les pratiques du design. Et je cite un dernier exemple stratégique, c'est évidemment le New European Bauhaus, mais ça, Thierry en a parlé, et cela aussi nous porte beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Céline, pour toutes ces informations. Y aurait-il une question au sein de notre public, que ce soit ici ou que ce soit connecté? Que quelqu'un a envie de poser une question sur tout ce qui a été mis en place? Au début, c'est difficile, et puis au fil de l'eau, on arrivera à vous donner envie. Merci Céline. Maintenant, je propose que nous rendions à l'ouest, en région Bretagne, en écoutant Oriane Joucla, qui est responsable du design, alors je vais mal le prononcer, Lab L'éclore,
Les closers, pardon. Voilà. Chère Oriane, est-ce que vous pouvez nous présenter ce fameux Design Lab qui est, je le rappelle, je crois, une des premières expériences en collaboration avec la PCI? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je vais présenter plutôt le Design Lab en premier. Donc, le Design Lab est une initiative qui a été lancée et soutenue par la PCI effectivement dès 2019 pour promouvoir et démocratiser les pratiques du design en région, parce que constat a été fait que beaucoup de designers étaient aussi, enfin en tout cas le design était très présent à Paris et peu dans les régions. Donc l'objectif était effectivement de faire découvrir ce métier également en région pour qu'il soit considéré comme un levier de développement économique, d'accompagnement, de création de projets innovants, d'accompagnement à la créativité. Voilà, donc ça c'était les raisons pour lesquelles le Design Lab a été monté. Il est aujourd'hui donc à Rennes opéré par les Closers, qui est un tiers-lieu dédié à l'innovation. On dit que c'est un hub, ou en tout cas un carrefour qui permet de croiser les réseaux et les différentes activités. Réseaux parce qu'on s'adresse principalement à des PME, ETI, grands groupes, encore collectivités. Et donc, face aux différentes activités qu'on a, donc animation, formation, événements, et puis aussi accompagnement de projets, ça permet tout simplement d'avoir une approche, une expérimentation du design auprès des entreprises qui sont dans l'écosystème, et ça le rend aussi accessible en fait, dans le sens où par exemple, on a un exemple qu'on cite et on la remercie. En tout cas, on a eu un bel événement l'année dernière qui s'appelait Dans quel sens, qu'on fait un bel événement chaque année, notamment autour du design. Et Anne Asensio, directrice du design de chez Dassault Systèmes, a dit mais à les Closers, on vient pour l'innovation et on repart avec le design. Voilà, parce que le design n'est pas forcément connu de prime abord par tout le monde. Donc voilà, l'innovation questionne. On découvre à travers ça le design et on repart avec quelques éléments de design. Donc ça, c'est super. Voilà. Merci. Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur le nombre d'actions, d'activations, d'événements que vous mettez en place durant cette France Design Week? Alors, on a France Design Week, l'objectif, c'est d'arriver à mettre en lumière un maximum d'acteurs qu'on a dans le réseau. Le réseau, on le construit tous les jours. C'est un des objectifs du Design Lab Bretagne, d'ailleurs. Ça s'agrandit par divers projets et l'idée, c'est en tout cas, on a demandé à notre écosystème de se mobiliser pour que France Design Week soit représentatif de tout ce qu'on peut accompagner, on va dire, à l'année aussi comme projet. Donc, on a autant le développement du réseau que l'identification aussi des besoins design, parce que c'est ce qu'on a au quotidien et donc ça nous permet tout simplement tous les jours de connecter autant les entreprises que les designers qui sont sur la région Bretagne. Donc ça, c'est un point important. On accompagne aussi la filière scolaire, puisqu'on on accompagne notamment là en ce moment l'ouverture d'une école et on est très en lien avec eux pour faire en sorte que le design, qu'il y ait des débouchés aussi sur la région pour les designers formés aujourd'hui. Les Closers permet ça. Il y a un vrai vivier d'entreprises. Donc là, par exemple, pour la France Design Week, on a décidé de monter un concours qui permet de connecter, de travailler en binôme sur 1 an, par exemple, les écoles et des entreprises de l'écosystème pour tout simplement que l'un développe ses partenariats et que les autres découvrent des projets de design de manière très concrète. Et puis, on a un très beau projet aussi au Design Lab Bretagne qu'on avait envie de mettre en avant aujourd'hui. On démarre la réflexion autour d'un projet de centre de recherche design et territoire, parce qu'il y a un vrai besoin d'anticiper et d'imaginer les territoires de demain. Donc on a aujourd'hui une designer-chercheur qui est venue avec moi aujourd'hui et qui commence sa thèse. Ça va être un beau projet pour en tout cas développer la filière doctorale aussi du design de demain. Merci beaucoup, Oriane. Est-ce que nous avons une question? Ça va être un petit rituel après chaque intervention. Donc, si je n'ai pas encore de questions, je vais en profiter une parce que j'ai une question, mais qui concerne Lille. Donc, je vais revenir un tout petit peu en arrière. C'est une question qui est posée par Jacqueline Fèvre.
qui est bonjour. Quel sera le lien de l'école du design de Lille avec le réseau des écoles du design du ministère de la Culture ou des écoles consulaires? Est-ce qu'elle rentre dans l'un de ces réseaux ou est-ce une école unique et pilote? Précise la question. Bonjour à Jacqueline qui nous regarde. C'est une école qui ouvrira dans un premier temps une première étape en 2023, qui est donc créée, portée par l'Université catholique de Lille. En réalité, c'est une école existante qui s'appelle l'école Pôle 3D qui se transforme à partir de la matière, le UX design, vers ensuite une école de design global. Donc, l'Université catholique de Lille étant tout à fait raccordée au ministère, il n'y a pas de raison qu'elle soit, on va dire, isolée, mais bien au contraire, dans un réseau d'écoles, avec toutes les autres écoles de France, bien entendu. Merci pour ta réponse, Céline. Maintenant, on va continuer notre tour de France Design Week en descendant un peu plus bas. On va se rendre en Nouvelle-Aquitaine et en proposant à Anne-Charlotte Barbaresco, qui est Design Strategy Manager, c'est bien cela, merci, de nous expliquer leur ambitieux projet de ce site que vous avez mis en place il y a… Tout début d'année. Ouais, merci, voilà. Merci pour cette tribune. Donc cette plateforme Design en Nouvelle-Aquitaine, effectivement lancée en ce début d'année, puis je vais peut-être même la partager tout de suite, je vais vous la présenter, voilà. Mais l'idée, c'est qu'elle s'inscrit… Excusez-moi. On ne va pas être trahi par la technique. Non, c'est ça. Donc, cette plateforme, elle s'inscrit dans un plan régional pour favoriser l'innovation des entreprises par le design. C'est un plan qui a été voté en 2017 déjà. Je ne sais pas si en régie, on peut relier l'écran d'Anne-Charlotte. Je vais partager. Attends. Bon. Donc, on va je continue. On va la découvrir. On va régler ce petit problème. Donc, ce plan design, il s'est inscrit dans la prolongation du schéma régional pour le développement économique, l'innovation et l'internationalisation, qui est, si vous voulez, le cadre politique référent pour l'accompagnement de nos entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'objectif de ce plan design et de cette plateforme, on a évoqué attractivité du territoire, levier de développement économique, mais l'idée principale, c'est de pouvoir favoriser et pérenniser la pratique des designs au sein de nos entreprises, donc PMI, PME du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, cette plateforme que vous… Non, alors, pas. Malheureusement, nous, on ne la voit pas, mais une bonne nouvelle, l'ensemble des personnes qui sont en ligne la voient. Bon, tant mieux. Du coup, je suis un peu perturbée, mais c'est pas un souci. Donc, cette plateforme, elle a été pensée pour les designers, les entreprises, les acteurs du développement économique. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des ressources documentaires, pratico-pratiques, faciliter la mise en relation des designers, des professionnels du design et des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, via un dépôt d'appel à candidature, via également l'identification de tous les professionnels du design sur une cartographie de Nouvelle-Aquitaine, et puis des actualités, des témoignages de porteurs de projets pour encourager, aider à comprendre et faciliter encore une fois l'intégration des pratiques dans les entreprises. Et cette plateforme, elle sera accessible à tout le monde? Alors, cette plateforme, elle est accessible à tous. Évidemment, pour les dépôts des appels à candidature, il faut pouvoir avoir un siège social en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, tous les designers de France et de Navarre peuvent répondre et candidater aux appels à candidature déposés par les entreprises. Et il ne faut pas oublier que cette plateforme, elle intervient en complément des actions qui étaient déjà menées en Nouvelle-Aquitaine et que l'on continue de conduire, notamment des accompagnements individuels d'entreprises avec la mission de l'ADI, donc l'Agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine. Donc, j'en profite pour saluer mes collègues ici présentes, sans qui ces actions d'accompagnement et sans leur soutien, la plateforme n'aurait pas pu voir le jour. Et également les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt du Conseil régional et d'autres événements en tout genre tout au long de l'année. Et elle est en ligne dès à présent? La plateforme, elle est en ligne depuis le début d'année. Donc, on peut peut-être rappeler l'adresse, c'est design-en-nouvelle-aquitaine.fr. Donc, pour ceux qui ne l'auront pas découvert malheureusement en direct sur le grand écran,
je vous recommande d'aller Vous surfer créez un compte, tous les designers qui et de créent la un compte découvrir. peuvent être informés en tout temps des nouveaux appels à candidature déposés par les entreprises et recevoir les différentes actualités de la région. C'est un projet qui a été long à mettre en place? Plutôt Compliqué? long, oui, toute une phase de préfiguration. Donc, en fait, on a commencé à parler de ce projet-là dès 2014. Et donc, voilà, d'abord une première pensée, une première étape de conception. Et puis, on a attendu le vote du plan design en 2017 pour mettre en place les différentes actions avec les prestataires qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. On va changer d'intervenant. Alors, pardon, y a-t-il une question? Est-ce que quelqu'un a préparé une question? Vous n'allez pas à chaque fois me laisser dans le vide, en suspens? Personne? Moi, j'ai une question. C'est indiscret de vous demander l'investissement? Alors, on regarde un investissement sur plusieurs années, hein, on va dire sur l'équivalent du plan. 4 ans, on est à plusieurs centaines de milliers d'euros, ouais, financés par le Conseil régional. Merci beaucoup. Donc, nous allons changer de... Ah, une question. On va arriver avec le micro. Plus qu'une question, c'est juste une petite précision. La présentation, merci pour la présentation du Design Lab et merci pour la référence à l'APCI. Le Design Lab, c'est aussi un concept qui est en réseau, c'est-à-dire qu'il a vocation à s'inscrire dans plusieurs lieux, voilà, qui peuvent avoir le label Design Lab, qu'il soit un lieu public, un lieu privé, un lieu consulaire, un tiers-lieu qui accueille le fantôme du design, qui va hanter l'ensemble des entreprises qui y habiteront. C'est ça l'objectif, en fait. C'est-à-dire qu'un Design Lab n'a de sens que dans la mesure où, alors évidemment, il a un sens territorial local, mais il a un sens aussi dans le réseau, c'est-à-dire que, et entre autres dans l'échange de bonnes pratiques. Merci de cette précision, Dominique. Alors, je vais demander à Marine, Régine, Grégoire et Benoît de venir remplacer nos amis. Merci de vous installer. Alors, on va voir avec l'intervention de ces 4 personnes que... Ah oui, il faut que vous... Alors, je vais vous demander votre contribution. Vous avez des petites lingettes. Merci Guy. Voilà, pour nettoyer chacun son micro. Et voilà. Donc, chacun bosse. C'est ça le design, en fin de compte. C'est du collectif, c'est du collaboratif, c'est merveilleux. Hop. Donc, comme je le disais, on va se rendre compte qu'il y a des axes selon les régions qui se retrouvent et on a essayé de rassembler 4 de ces régions qui travaillent sur un axe qui est très important dans la réflexion du design, qui est l'axe de l'économie circulaire et qui est au cœur de leurs préoccupations au quotidien. Et pour commencer, nous allons entendre Grégoire Ruot, designer et président de l'association ID, et qui représente le Grand Est. Alors Grégoire, comment selon vous le design peut être un accélérateur de cette économie circulaire? Alors, vaste question, pas facile d'y répondre. En fait, alors, en y réfléchissant. Que vous n'avez que 4 minutes. Oui, alors bon, déjà, je voudrais juste remercier toutes les équipes sur Strasbourg qui travaillent avec nous, notamment Accro et l'Eurométropole qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Alors, la question de l'économie circulaire, je pense que tout le monde est assez convaincu sur la capacité du design en fait à trouver des solutions. Et moi, j'ai noté 4 axes majeurs en fait. La question des circuits courts, la valorisation des déchets et le réemploi ou le upcycling. Et puis, on a aussi la question de la transparence vis-à-vis des consommateurs. Donc, la question des circuits courts, en fait, je crois que le designer est un acteur majeur pour développer un tissu économique local et donc mettre en relation les différents acteurs. Donc, se pose la question du choix de l'entreprise. Donc, plus elle est locale, plus on va travailler sur les circuits courts. Pardon. Également pour tout ce qui est matériaux. Hein. Si on utilise un matériau qui est local, donc matière première locale, du coup, effectivement, ça permet d'accélérer et de favoriser les circuits courts. Donc nous, sur le terrain, comment on peut faire? On se pose la question aussi également. On s'est posé la question dans la filière bois, mais tiens, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas plus de hêtres
alors qu'en fait, ça représente 50% des forêts en Alsace. Pourquoi on ne voit pas plus de hêtres en fait, c'est une essence qui est emblématique et qui est plus au goût du jour. Donc, on a travaillé avec le Parc national des Vosges du Nord, un certain nombre de menuisiers, une dizaine à peu près. Et on s'est mis autour de la table, on s'est questionné pour essayer de trouver des solutions et redonner ces lettres de noblesse à cette essence, par exemple. Ça, c'est une des actions que l'on fait sur le territoire. Ensuite, il y a la question de la valorisation des déchets. Donc, là aussi, vaste question. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur le secteur Eurométropole. Rien que l'emballage dédié à la restauration, par exemple, pour fournir la restauration, ça représente des dizaines de tonnes par an. Eh bien, ça a dû exploser durant. Et en fait, la vraie problématique, c'est une ressource qui est gigantesque, mais la vraie problématique, c'est la collecte. Et plus elle est faite en amont, mieux on arrive à valoriser cette ressource. Donc nous, on a initié en fait un projet collaboratif aussi avec Octoplus, qui fait partie du mouvement international Precious Plastic en fait. Et eh bien là, le but, au final, c'est de renverser un petit peu la vapeur et de faire en sorte de casser cette économie linéaire en créant des objets durables à partir de déchets plastiques qui sont revalorisés finalement. Alors, la question de la transparence vis-à-vis des consommateurs, ou moi je dirais plutôt acheter en connaissance de cause, elle est très importante. C'est-à-dire que, par exemple, en produisant localement, eh bien, on a les consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à la chose. Ils sont tout à fait, comment dire, en attente de produits qui sont fabriqués sur le territoire, qui sont respectueux de l'environnement, des hommes, etc. Et c'est vrai que nous, on a fait une petite expérience, c'est-à-dire que pendant le confinement, l'hiver dernier, on a mis en ligne, on a fait une vente éphémère tout simplement de résultats de workshops que l'on a fait, et en fait, il y a eu un engouement incroyable, donc ça fonctionne aujourd'hui. Donc il y a un vrai besoin de communiquer sur des objets qui sont fabriqués sur le territoire et qui utilisent les ressources locales. L'entreprise sur le territoire joue le jeu. Alors, intéressés, sont demandeurs. Les entreprises jouent le jeu, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Comment on pourrait les encourager ? Eh bien, en fait, comment on peut faire pour les encourager ? Eh bien, en faisant en sorte qu'effectivement, ça leur permette de développer leur économie et qu'effectivement, ils retrouvent un petit peu une aura différente grâce à ça. C'est aller prêcher une par une auprès d'elles, les convaincre. Voilà. C'est pas évident, mais on y arrive. Non, mais... Alors, si je peux me permettre, je Bien continue. sûr. Donc, en fait, il y a une, comment dire, un élément fort que l'on a remarqué, c'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel de développement qui est l'intégration de nouvelles technologies, notamment les technologies du numérique, dans l'artisanat. Et ça, c'est un élément qui aujourd'hui, en fait, finalement, les petites entreprises, notamment les artisans, n'exploitent pas du tout ou assez peu, ont une méconnaissance en fait de ces process. Et ça, c'est un élément extrêmement, comment dire, entraînant ouais, pour l'économie, puisque là, on a fait l'expérience, par exemple, du mini-coug où on a travaillé avec un potier qui n'avait jamais travaillé avec l'impression 3D. Et on a pu sortir une pièce extrêmement rapidement, de manière très précise, en revisitant évidemment le moule traditionnel alsacien. Et ça, en fait, on pensait qu'il en vendrait 300, et en fait, au bout de la première année, il en a vendu 10 000. Donc, ça fonctionne. Donc, ça marche. Ça marche. Merci Grégoire pour ces témoignages. Alors, comme je ne réussis pas à avoir beaucoup de résultats avec mes questions, ce que je vous propose, c'est qu'on va entendre chacune de nos 4 personnes ici. Et puis, je demanderai à la fin s'il y a des questions qui intéressent l'un ou l'autre, ou si chacun a une réponse à donner. On va aller faire un tour du côté du centre Val-de-Loire. Et c'est Régine Charvet-Pello, directrice générale et fondatrice de RCP Design Global et commissaire de l'exposition Valsens.
qui représente cette région. Et Régine, j'aimerais bien que tu nous parles, parce que pour moi, c'est un mystère qui a besoin d'éclaircissement. C'est quoi les technologies du sensoriel? C'est déjà celle qu'on développe depuis de nombreuses années sur la région. C'est assez simple, c'est utiliser le corps humain comme outil de conception en développant 3 grandes disciplines qui sont les disciplines de la sensation, les disciplines de l'émotion et les disciplines de la perception. Alors, pourquoi faire? Pour redonner une vraie dimension de confort, de plaisir, de bien-être aux objets, aux espaces, aux services que nous, designers, nous devons construire. Alors, ça peut paraître comme ça extrêmement simple, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer. Donc pour cela, après avoir travaillé de nombreuses années aux arts et métiers avec Jean-François Bassereau, chercheur dans le domaine, on a installé à Tours, en 2010, un centre de recherche qui s'appelait au départ Certessence et qui s'appelle maintenant Sensory Design Center. On fait comme France Design Week, c'est beaucoup plus simple. Alors non seulement c'est un centre de recherche et d'innovation autour des technos du sensoriel, mais également c'est devient depuis peu un tiers-lieu, donc un partage des savoirs et des connaissances permettant à tous les designers, grâce aussi à Dominique Siama qui nous a labellisé Design Lab sensoriel, ça nous permet d'ouvrir ce laboratoire, ces technos et ces lieux, il y a 700 mètres carrés à Tours, sur les technos du sensoriel, sur la matière et sur la conception. Donc, on a fait à peu près le tour rapide. Pour cela, je voulais dire, malgré tout, que ce centre a vu le jour parce que les collectivités locales, il y a plus de 10 ans, ont fait confiance sur un FEDER. Ils ont mis globalement sur la table 3 millions d'euros pour créer ce centre. Et je trouve que ça vaut le coup de le souligner parce que c'est loin d'être facile et c'est plutôt exemplaire. Tu l'as accompagné ? Alors, je suis venue accompagnée par ceux qui m'ont toujours suivi, la ville de Tours, de très loin, avec son adjointe à l'urbanisme, Cathy Savouret. Que nous saluons. Avec Philippe Roussy, le président de la Chambre de commerce de Touraine. Et puis, celui qui nous suit, qui nous supporte depuis bien longtemps, Bernard Plat. Bernard Plat, le président de Valessence, parce que Valessence est chargé de la construction de France Design Week sur notre région. Merci à vous de votre soutien pour cette région. Et je crois que vous avez mené une réflexion assez pointue sur une mise en œuvre d'une filière locale et collaborative autour de la valorisation de certaines chutes un peu spécifiques. Le cuir. Alors justement, le sensoriel, ça amène des choses formidables, en particulier sur les approches écologiques. C'est-à-dire comment peut-on améliorer, utiliser les chutes de cuir. Alors pourquoi le cuir? Parce que c'est une région de maroquiniers et que si nous parlons écologie et proximité, eh bien on va commencer une expérimentation avec ce qui est le plus facile et le plus proche de soi, et le cuir étant aussi émotionnellement particulièrement intéressant. Donc on a travaillé en réflexion avec la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, sur un programme que toutes les régions ont qui s'appelle EIT, c'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, écologie industrielle et territoriale, qui sont montés par les régions et l'ADEME. Donc on s'est accroché à ce programme, on a réfléchi tous ensemble, et depuis 2019, et grâce aussi au premier France Design Week, qui nous a permis d'avoir une vision transversale, ça nous a permis de construire, tout de suite après le France Design Week l'an dernier, une orientation que nous avons appelée écologie sensorielle du design, qui est le thème de cette année France Design Week. Alors nous avons fait quoi? Nous avons créé une filière complète qui mêle économie créative du design, qui est en fin de compte la tête de pont. D'abord, on réfléchit au design et après, c'est un peu différent, on est un peu out of the box sur ce système. Économie solidaire et économie circulaire. Les trois ensemble pour réfléchir, par exemple, à lancer tout d'abord un concours national sur les chutes et déchets de cuir
de 2 boîtes très intéressantes en Touraine qui s'appellent Savebag, qui fait de la maroquinerie de luxe, et Peau d'Action, qui fait de la chaussure orthopédique. Donc, les tonnes de chutes de cuir sont colossales, je peux vous l'assurer. Donc, on a proposé toutes ces chutes comme une ressource à tous les designers et artisans qui voulaient participer. 50 dossiers reçus dans une période un peu complexe. Un jury qui a sélectionné 18 produits. Alors, vous allez me dire, eh ben, et alors, c'est bien, on les présente à France Design Week, OK. Et après, on fait une étude de faisabilité sur ces 18 produits et on les fabrique en série. On les fabrique en série pour le début 2022 avec les boîtes d'insertion et les chantiers d'insertion, ce qui est plutôt pas mal pour faire des manufactures de proximité. Dernière chose, et je m'arrêterai là, il se trouve que nous allons associer l'économie industrielle en créant une usine qui va transformer les chutes ultimes, c'est-à-dire ce dont on ne peut pas servir sur l'aspect formel, en pâte de cuir qu'on appelle le synderme. Globalement, c'est 6 000 tonnes an, 40 emplois, donc 15 millions d'investissements. Notre métropole, notre ville et notre région sont très intéressés pour accueillir ce genre de choses-là, de façon non seulement à faire travailler les designers pour créer des nouvelles matières, des nouveaux produits, que ce soit avec des formes de cuir normales, enfin grandes, ou de la chute de cuir transformée en nouvelles matières écologiques aussi. Mais on fait travailler l'insertion, on fait travailler l'industrie normale. Donc, on essaye de mettre en place, grâce à cette première expérimentation, un ensemble plus cohérent autour d'une matière déchet qui devient une matière ressource. Merci pour richesse de ces informations et j'espère que la Fédération française de tannerie et de mégisserie t'accompagnera. Alors effectivement, dans leurs projets. Je salue cette fédération qui est venue cette semaine voir comment elle pouvait attacher les compétences de l'ensemble des tanneries françaises on a à notre 14 projet. tanneries encore en France à notre projet. Qui sont très fortes et qui font de très beaux produits. Nous allons maintenant entendre Marine Huneau qui représente... Pardon ? C'est bon. Qui représente la région Franche-Comté-Bourgogne. Et Marine, vous travaillez, vous, au sein de l'Arcade. Et j'ai découvert en échangeant avec vous que c'est une association qui existe depuis très longtemps. Vous pouvez nous expliquer ce que fait depuis 35 ans l'Arcade ? En fait, Arcade est une... oui, bien sûr. Arcade est une association loi 1901 d'intérêt général qui a été créée en 1986 dans un but premier de restaurer le château de Sainte-Colombe en Auxois. Puis très vite, l'idée était de montrer et de faire la promotion des arts appliqués, puis avec une spécialisation design et métiers d'art. Aujourd'hui, Arcade, donc c'est Arcade Design à la campagne, qui est un lieu de diffusion et de recherche en design. C'est aussi un lieu d'hébergement qui est un gîte de 29 places qui contribue à l'économie de ce lieu. À Arcade, nous avons plusieurs événements annuels. Il y a une thématique annuelle qui est développée, puis 6 expositions focus qui viennent replacer des objets de l'exposition dans leur démarche globale du créateur. Arcade, de par son positionnement géographique et rural, est de fait ancré dans un écosystème qu'on défend et qu'on essaye de valoriser par des actions de terrain. Sont pistés évidemment des designers, des agriculteurs, des habitants, des entreprises, artisans, entrepreneurs. Et l'idée, c'est qu'on puisse, au fur et à mesure des années, ancrer ce projet d'écosystème et ce projet boîte à outils, on va dire, sur le territoire. Voilà. Vous pouvez nous parler de l'exposition actuellement qui est programmée ? Oui. La thématique du coup de cette année, c'est Nature, Culture, Être. C'est une exposition qui questionne le positionnement des designers vis-à-vis de l'utilisation de ressources. Comment aujourd'hui on se positionne, on prend en compte d'emblée dans l'acte de création les matières employées.
comment certaines entreprises aussi se définissent et font des choix importants vis-à-vis de l'utilisation de ressources, comment on avance et comment le design prend en compte et est au courant maintenant. Voilà. Pour la France Design Week, on aura du coup sur le territoire 16 événements qui représentent un parcours qui est dessiné et cartographié. Beaucoup autour d'Arcades, dans un rayon de 50 km, mais aussi en Franche-Comté, au niveau de Moiran en montagne, avec le musée du jouet et une restitution de résidence de Jean-Baptiste Colleuil et Ève Liskern. Voilà. Et il y a aussi... Non, ça c'est pour un... Oui, j'ai oublié de dire qu'Arcades, du coup, dans son aspect recherche, est un endroit où on fait la promotion de résidences de design. Et donc, ça fait 13 ou 14 ans, il me semble, que des résidences sont lancées tous les ans, qui contribuent aussi à une forme de dynamique de territoire. Et le musée de la lunette sera associé pour l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Il y aura un projet de résidence avec eux. Merci beaucoup, Marine, pour toutes ces informations. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah non, pardon, j'ai oublié mon ami Benoît. Excusez-moi. En plus... une région auquel je suis très attaché parce que j'y suis né en Normandie, dans le pays de Caux. Donc, on va entendre Benoît Millet, qui est président fondateur de l'école de design Designeer à Deauville. Voilà. Et cher Benoît, pouvez-vous nous parler justement de l'écosystème normand que vous êtes en train de créer? Parce que vous partez d'un... Oui, bonjour à tous. Moi, je me retrouve 20 ans en arrière, en fait, à une époque où, pour faire la promotion du design, il fallait prendre son bâton de pèlerin et évangéliser, on va dire. Là, c'est un peu ce qui se passe en Normandie. Moi, j'y habite depuis 22 ans. J'ai quelques origines normandes, mais je n'y suis pas né, contrairement à toi. Et en fait, on se rend compte que pour évangéliser, l'idée d'avoir une école, c'est plutôt bien. Je le vois dans d'autres régions. Finalement, une école, c'est assez central. On se dit, tiens, c'est logique qu'une école de design fasse l'évangélisation du design, qui aille prêcher des choses. Alors en plus, moi, je suis parti par rapport à mon histoire personnelle sur une particularité qui est d'être orienté innovation responsable. C'est notre point commun à tous. Et donc, finalement, ça trouve un écho plutôt intéressant sur ce territoire. C'est-à-dire qu'on est là en train de se dire, peut-être qu'avec le design, on peut être utile, voilà, auprès de collectivités, d'entreprises, pour traiter d'enjeux ou de problématiques locales. Et c'est l'orientation qu'a pris l'école. Et puis, quand l'école a été créée, en même temps, il y a eu France Design Week. Et pour reprendre l'expression de Dominique, ça a créé un peu l'étincelle. C'est-à-dire que, à la fois, en avertissant, comment dire, sur les réseaux sociaux de la création de cette école, plus la France Design Week, un certain nombre de designers sont venus naturellement vers moi. Et puis, on s'est dit, on va pouvoir faire des choses ensemble. Et donc, je trouve que dans la création d'un écosystème, il y a ça aussi, c'est savoir rendre visibles les compétences qui sont sur le territoire, qui existent. Voilà, elles n'étaient pas visibles, mais on va essayer d'aller plus loin justement dans le programme en créant une rencontre pour que, alors ça prendra la forme d'une plateforme, d'un annuaire, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée c'est que les designers se retrouvent, que les entreprises soient au courant de cette offre-là, locale, que les institutions aussi. Et pour preuve, il y a un certain nombre de projets qui vont être faits pendant la France Design Week, pendant France Design Week, je vais à tout prix dire là, France Design Week, qui ont un rapport, comment dire, avec les autorités locales. Alors, à titre d'exemple, par exemple, puisque nous, notre idée, c'est de démontrer au plus grand nombre sur le territoire les atouts du design, notamment dans des enjeux locaux. Alors, par exemple, le tourisme, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'économie circulaire, les déchets ou encore l'innovation sociale. Et les événements qui vont avoir lieu cette année ont tous un rapport avec ça. Alors, par exemple, il va y avoir un design mix qui est fait par des jeunes designeuses. Ça se met au féminin? Oui, allez, on va dire. Qui ont des associations très efficaces, qui ont des profils très, très différents. Et on va traiter de la mobilité douce et de l'intergénération. Comme beaucoup de régions, on a une population vieillissante, donc c'est intéressant de mettre ces deux aspects en perspective.
On va faire évidemment une table ronde. Alors, moi, j'ai un petit penchant pour l'agroalimentaire et l'agriculture. C'est penchant naturel, donc on va mélanger tout ça. Design, terroir et tourisme durable. Il faut savoir que la première dépense des touristes, c'est l'alimentation quand ils sont sur un territoire. Et comment est-ce qu'on arrive à conjuguer toutes ces choses-là? Donc, on va faire une table ronde avec quelques invités de différents milieux. Il y a ça aussi qui est intéressant, c'est à la fois de mélanger des designers avec d'autres profils. Et puis, enfin, on va avoir un atelier avec les étudiants de l'école, ça va être leur rentrée, et des professionnels, et on va chercher à imaginer des usages pour les sédiments de dragage. Ça, c'est ce dont tu m'as parlé, et je voudrais que tu nous en donnes un peu plus de précision sur la récolte, enfin le résultat de la récolte des dragues en Seine et dans l'Orne de mer, ouais. De tout ce que vous récupérez, et qu'est-ce que vous faites de tous ces déchets? Est-ce que c'est des déchets? Alors, c'est considéré comme déchet. C'est-à-dire que tant que le sédiment reste dans l'eau, c'est un sédiment. Quand il sort de l'eau, ça devient un déchet. Et comme tout déchet, alors c'est une définition juridique en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est comment aussi le juridique peut venir en aide au design. Récemment, moi j'ai fait un certain nombre de projets sur des réglementations européennes qui poussent des agriculteurs à changer leur façon de faire. Donc là, dans ce cas-là, c'est pareil, il va y avoir une réglementation qui va interdire le fait de laisser tous ces sédiments en pleine mer. C'est ce qui se passe en face de Deauville. Hein. Alors, pour vous donner quand même un petit chiffre, quand on parle d'enjeux, c'est toujours intéressant, il y a environ 7 millions de mètres cubes par an qui sont collectés dans les estuaires de la Seine et de l'Orne, et ça représente quand même 20% du total national. Et on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Donc, on les extrait tous les jours dans le port du Havre. Il y a des dragues qui travaillent tous les jours. Alors, c'est à la fois un enjeu économique, parce que ça coûte très cher, et écologique, puisque la plupart de ces sédiments sont pollués. Alors, au niveau régional, la région a beaucoup investi, mais plutôt dans de la R&D, pour innover, trouver des brevets, pour dépolluer ces sédiments. Mais par contre, on n'a pas résolu la question de qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là que le design vient en disant, peut-on imaginer des usages innovants, étendre le champ des possibles, tout ça en économie locale, peut-être trouver des savoir-faire à partir de cette matière, puisque le principe, c'est de transformer ce déchet en matière. Donc, on va faire travailler des étudiants. Ça va être un workshop assez ouvert, puisqu'on va avoir aussi des scolaires qui vont venir, et puis des designers professionnels du territoire, avec cette petite récompense au bout qui est que les projets qui vont être réalisés vont être exposés au port du Havre. On passe de l'autre côté de l'eau, hein, comme on dit chez nous, dans le port du Havre pour montrer à la fois la démarche, c'est-à-dire à quoi sert le design sur des enjeux comme ça et à quoi on arrive, c'est-à-dire le côté séduisant souvent du designer. Quand de Deauville, on voit le Havre, c'est mauvais signe pour le temps. Hein. Oui. Merci Benoît pour ces informations. Une autre piste aussi, c'est le lin, sur lequel vous devriez travailler, parce que la Normandie est le premier producteur mondial et la France est producteur de 80% du lin, la production mondiale du lin. Donc, soyons fiers de cela, et il y a plein de choses à faire avec le design et le lin. Je vais demander maintenant à nos derniers animateurs de monter sur scène. Donc, j'appelle Marina, Olivier, Christian, Amandine, Eric et Franck. Merci, oui, on peut applaudir ceux qui viennent de passer et ceux qui arrivent. Merci pour eux. Alors, parmi ces 6 interventions que l'on va entendre, on retrouve un point commun dans l'ensemble de ces régions qui est de booster et de valoriser les métiers du design au cœur de leur territoire. Et chacun va nous expliquer comment, au quotidien, il opère, il motive, il valorise, il organise. Et on va commencer par la région Occitanie, avec Olivier Jean-Jean, designer et président de Design Occitanie. Alors, est-ce que vous avez lavé bien vos petits micros? Non, hein, ben, je vais me faire engueuler. Donc, voilà, oui, vous avez la fameuse petite lingette que chacun connaît. On va retirer les anciennes. Voilà. Non, ça c'est votre masque. Donc ça, je vais vous le laisser. Toc. Passez-vous, profitez-en pendant que pour faire le petit ménage. Donc oui, Olivier,
qu'avez-vous mis en place en Occitanie pour valoriser les métiers d'art et leur diversité sur votre territoire? Alors, bonsoir à tous. Design Occitanie est très fier et très heureux d'être représenté ce soir. En fait, on est une association dont les fonds baptismaux sont dans cette pièce lors des assises il y a 2 ans. On a mis 2 ans à se regrouper, 6 designers. Notre feuille de route, c'est les 30 points, les fameux 30 points de ces assises, issus de ces assises. On va essayer de les respecter au maximum. On est tous bénévoles, tous professionnels. Enfin, il y a une personne dans l'équipe qui est une spécialiste de l'événementiel et je dirais, de la communication. Tous les autres sont des designers qui se sont pris en main avec de grandes diversités d'actions professionnelles. Design produit, design graphique, numérique. C'est extrêmement varié. On sait qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à clarifier la perception de l'ensemble des acteurs de notre pays sur ce qu'est le design, quel est le corpus central et quel est je dirais, le champ d'action. Parce que quand on s'entend parler de notre métier, on s'aperçoit que ça part dans tous les sens. Ce qui était très louable, qui est effectivement très, ambitieux. On est tous très, très ambitieux pour notre périmètre de vie, les uns les autres. Et donc, il faut qu'on arrive à structurer ça et à faire en sorte que notre région ne soit plus un no man's land. Parce qu'aujourd'hui, pas un no man's land en termes de design, parce qu'il y a une très, très grande diversité. On est en train de se compter. On a fait une cartographie, on a fait un annuaire. On part de zéro avec du bénévolat, comme je l'ai déjà dit, je crois. Mais on essaye en tout cas de s'identifier les uns les autres, savoir qui fait quoi dans quelle partie du territoire. On s'aperçoit que des tas de gens sont cachés, microstructures, jusqu'à des entreprises très puissantes. Là, on a mis une liste d'entreprises, c'est assez étonnant. Airbus, mais surtout notre cible, ce sont les PME qu'il faut acculturer. Ça, c'est vraiment notre objectif, c'est de faire comprendre à quel point le design est efficace, est un levier de développement, de réalisation personnelle et en équipe à travers le développement économique. Ça, c'est vraiment très, très important. On est sur nos 2 pieds, la culture et l'entrepreneuriat, l'innovation, le sens, l'émotion. Et il faut qu'on arrive à rester sur l'ensemble de ces points-là en équilibre et à développer. Voilà. Donc, on a comme mission de remplir donc pour la région, dans la diversité de nos métiers, de l'acculturation. Et puis, on aimerait faire la démonstration avec l'aide de nos clients pour pouvoir justement draguer des prospects et développer nos activités. On veut faire la démonstration économique, quantitative. Il y a eu des tentatives. Beaucoup de pays dans le monde sont tout à fait conscients de la chose, n'ont pas la diversité, la puissance que nous avons en France. Et donc, nous voulons absolument réussir la gageure d'acculturer un maximum de toutes petites entreprises, les startups, et pas dans tous les sens, de manière extrêmement ciblée, en fonction de notre territoire, pour du développement harmonieux sur toutes les thématiques d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'exclusive. On sait que le design est politique, certes, mais il est surtout en fait une réalisation sociétale. Donc on est extrêmement ouvert à ce que notre territoire soit bien maillé et chaque acteur identifié pour amener ces acteurs du design vers les entreprises qui ont vraiment besoin pour accélérer, soit sortir de l'ornière, accélérer ou aller à l'export de leur savoir-faire. Ça, c'est très, très, très important. On a vu trop de gâchis depuis 30-40 ans. Voilà. Merci. Et est-ce que tu aurais un exemple ou deux à partager avec nous de ce qui s'est réalisé concrètement sur cette valorisation de l'écosystème? Oui, j'ai explosé mon temps de parole, je vois, mais je vais 2 exemples extrêmement rapides, 3 exemples, 4 exemples, mais vraiment rapides. Focus. Regardez. Regardez. Ah ouais, mais j'ai du mal à me retenir parce qu'il y a de très très beaux exemples qui sont cachés. Il n'y aura pas d'image. Désolé, parce que le temps est très très compté. Focus cheminée,
entreprises créées par un designer, allez voir, elles sont connues aux quatre coins du monde. C'est extrêmement puissant. Ils sont devenus industriels. Ils ont commencé par faire de l'artisanat. Ils sont devenus industriels. Ils exportent partout dans le monde. C'est vraiment un savoir-faire français. Premier exemple, oui. Oui, je vais essayer. Oui, merci. En fait, deuxième exemple, Technilum. Je crois qu'il y a une représentante dans la salle. Entreprise de mobilier et de luminaires urbains. Pareil, je pense que là, c'est systématiquement, à chaque moment, il y a peut-être même du design stratégique, je ne sais pas, dans l'entreprise, mais il y a peut-être même du design management, je ne sais pas, mais visiblement, leur réussite est en grande partie due au design. Voilà. Troisième, une toute petite, il y a 2-3 ans, qui fait d'ailleurs partie de notre France Design Week, 24 événements l'année dernière, 35 cette année, on est pile dans les quotas, 250, 350, on a pris nos 10% pour l'Occitanie et on a conservé la progression. OPI, O2PI, alors un designer et son frère, un designer et un business développeur qui structure et qui fait de l'économie, de la rationalisation, du contrôle à travers des tableurs Excel, je le sais. Et donc, tous les deux, en l'espace de 3 ans, ils sont visibles aux 4 coins du monde avec des jouets pédagogiques, on va dire, très ouverts, très Montessori. C'est vraiment très, très intéressant. Allez voir, ils sont tout petits, dynamiques. Tous les jours, ils sont à la table de design pour penser les produits en fonction de l'évolution de la société. Merci voilà. Olivier. Et on aurait pu parler de l'AIOL, il y a plein d'endroits. Mais, bon. Mais il faut qu'on les identifie, il faut qu'on les fédère. Notre objectif, c'est de fédérer, d'identifier les designers et de les fédérer pour que les PME, les ETI les voient et puissent travailler avec eux. Tout à fait. Les faire travailler. Merci Olivier. Merci. Maintenant, je vous propose d'écouter Franck Arrojo, qui est directeur de l'accélérateur M en région PACA. Alors, cher Franck, c'est quoi l'accélérateur M ? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation et cette tribune. L'accélérateur M est une jeune structure, comme son nom l'indique, qui accélère, ou en tout cas qui propose d'accélérer des business et notamment des startups. Alors, il y a une slide juste après, si elle pouvait passer, ça illustrerait peut-être le propos. Juste celle d'après. Ça, c'était pour vous souhaiter la bienvenue en région PACA, puisqu'on a accueilli, ça ne vous a pas échappé, la semaine dernière, le président de la République, pendant 3 jours, ça fait grand bruit. Alors, tout ça pour vous dire que le manifesto que vous pouvez lire résume assez bien notre ambition, qui traduit d'ailleurs notre mission, notre vision et nos valeurs. Et nous travaillons sur 3 thématiques en particulier, à savoir une thématique bleue, alors peut-être, oui, elle apparaît bien, toutes les activités liées à la mer et au port, avec les activités de production mais aussi de loisirs. Non, on peut revenir en arrière. Les activités qui sont liées à la Smart City, mais la Smart City qui ne se limite pas à ce qui concerne les capteurs et autres grids, mais le bien vivre ensemble, la mobilité douce, les services aux usagers, repensés dans une dynamique évidemment circulaire et réutilisable. Je parle par exemple de la gestion des déchets ou d'autres sujets. Et puis enfin, une 3e thématique, les industries culturelles et créatives, où initialement, nous avions positionné le design. On s'est dit, on va accélérer des startups, ou en tout cas des entreprises qui ont envie de faire dans le design. Et au bout de 2 cohortes d'accélérés, bien, on s'est aperçu qu'en fait, le design, au même titre que le digital d'ailleurs, était totalement transversal à tous les business et à toutes les thématiques. Donc, on a décidé de se rapprocher de MDM, et on peut du coup passer à la slide d'après. MDM, c'est Marseille Design Méditerranée. C'est une association qui est présidée par Fabrice Pincin, ici présent dans la salle, qui est lui-même d'ailleurs professeur de design, et je salue au passage Aurélien Béguet, qui est lui donc le dirigeant fondateur de l'agence Atrium et qui est le trésorier de MDM. Alors, pour en terminer avec l'accélérateur M, on a 2 types d'activités. On accélère des startups de notre territoire, mais aussi venues d'ailleurs, puisqu'on accueille des startups qui viennent des 4 continents, des 5 même. Et puis, on a aussi des services en open innovation qui adressent plus les grands groupes, les grosses PME, parce qu'en en ont bien besoin, mon voisin le disait tout à l'heure. Et les PME, c'est vraiment l'enjeu, c'est comment on ancre le design dans les PME. On est niché au sein de la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, où il y a d'autres structures aussi qui font à peu près la même chose que nous, mais de manière différente et en adressant d'autres thématiques.
J'en viens à MDM. MDM, c'est un partenaire avec qui nous allons signer pas plus tard que jeudi qui vient, puisqu'on ouvre le bal de France Design Week chez nous, dans notre lieu. Nous signons une convention de partenariat parce que nous avions déjà l'an dernier, pour l'édition de 2020, accueilli France Design Week dans les conditions que tu as décrites, Laurent, qui n'étaient pas si évidentes. Donc, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir, d'accompagner, de former, de fédérer en fait l'ensemble des opérateurs du design, quel qu'il soit, avec une exception qui est très très large. On n'est pas que sur le product design, on est même sur le business design, sur le design de services, etc. Et avec aussi l'ambition de dresser des ponts vers la Méditerranée, ce qui fait partie d'ailleurs des objectifs de l'accélérateur. Donc on se retrouve beaucoup en fait dans les objectifs de MDM. À côté de ça, puisque je vois que les secondes s'égrènent à vitesse grand V, on peut peut-être passer à la slide suivante. J'espère avoir répondu à la question de l'accélérateur M. Peut-être y en a-t-il une autre, ou alors je continue à dérouler. Alors, la rénovation je voulais partager avec vous un exemple concret. C'est sur Arles, c'est sur notre territoire. Donc, un musée qui a été fermé plus de 10 ans pour cause de rénovation et qui a fait appel au design, notamment pour ce qui concerne les vitrines, le mobilier, l'agencement des espaces, même la muséographie d'ailleurs. Donc le design aujourd'hui est très présent. Il a rouvert ce musée et donc on a travaillé en collaboration avec le pôle ICP qui est Industrie et Patrimoine. Je me trompe? Non, c'est ça. C'est pas Industrie et Patrimoine, c'est... Oui, c'est ça, Industrie et Patrimoine. Je pensais m'être trompé. Donc ça, c'est un des exemples concrets. Et puis je terminerai avec la dernière slide parce que là aussi, j'ai exposé mon temps. Donc la dernière, c'est juste pour le petit clin d'œil à Marseille, Pastis Design. Alors Pastis Design, c'est un cycle de conférences organisé essentiellement par Melon et Atrium, qui va au-delà, bien sûr, de la France Design Week. La France Design Week, c'est un beau tremplin, c'est une belle tribune, mais en même temps, il faut aussi installer durablement en fait ces actions qui vont permettre de, pardonnez-moi le terme, mais de vulgariser ou en tout cas d'ancrer durablement le design dans les réflexes et pas uniquement dans le monde économique. Merci Franck. Et je te rassure, France Design Week, c'est pour vivre toute l'année. Je parle sous contrôle de Dominique et de Lucille, mais voilà, on a concentré sur du 7 au 28 l'ensemble des événements parce qu'il fallait prendre un point de départ, essayer de motiver et de réunir l'ensemble des régions, mais s'il y a des événements qui se passent dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, j'espère qu'ils pourront être labellisés France Design Week et que l'énergie, et que c'est toute l'année qu'on parlera de France Design Week et de design sur nos territoires. Si tu me permets, Laurent, je vais imiter mon voisin, puisqu'il a cité 3 exemples. Je vais en prendre encore un dernier. Il s'agit du triangle que je n'ai pas évoqué, qui est le Marseille-Miami à Montréal. Donc, il se trouve que fin 2019, on est allé au World Basel à Miami. On s'est inspiré de ce qu'il faisait. On a tissé des liens de partenariat avec le Lab Miami. On en a fait de même à Montréal, où on a un partenaire très dynamique qui s'appelle La Piscine, qui est un accélérateur de start-up lui aussi, avec qui on échange d'ailleurs des start-up en soft landing. Et il se trouve que La Piscine est, elle, située au cœur du quartier de l'innovation de Montréal et fait appel à des designers comme nous, on fait appel à des développeurs informatiques. Autant vous dire que chez eux, c'est vraiment ancré dans les mœurs. Montréal étant ville UNESCO du design, il ne faut pas l'oublier. Et Miami, qui est très inspiratrice et qui, elle aussi, étant jumelée avec Marseille, va nous permettre aussi d'établir comme ça des échanges fructueux, je l'espère en tout cas, entre les entreprises de notre territoire et les leurs, et en même temps faire la promotion des designers de chez nous, qui sont très appréciés. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. On va aller sur un autre territoire qui, alors lui, a la particularité d'être véritablement entre le ciel et l'eau, ce qu'on appelle traditionnellement une île de beauté. Je parle de la Corse et je vais donner la parole à Marina Martelli, qui est présidente et directrice de Subdesign. Alors, chère Marina, pour accélérer la sensibilisation en Corse, du design en Corse, vous avez pris un positionnement assez original parce qu'à la fois c'est une agence et à la fois c'est une école, plus la valorisation et la motivation de tout le territoire. Vous pouvez nous raconter votre expérience qui est assez récente? Sinon, vous changez
tête, on va mettre un petit coup de lingette. On vit une époque formidable. Merci, super, c'est mieux. Merci beaucoup, on est très heureux d'être là, que la Corse soit représentée. Alors effectivement, déjà pour parler du contexte très rapidement, la Corse, bon, c'est un territoire exceptionnel. Bon, je dis pas ça parce que je suis née là-bas. J'avais déjà lancé la... Oui, c'est vrai, mais bon, j'insiste lourdement. C'est bien. C'est un territoire exceptionnel avec effectivement une richesse culturelle, naturelle très forte au carrefour de la Méditerranée. Elle est dotée d'une collectivité unique depuis 2018 et c'est un territoire qui est dynamique, proactif, il faut le dire, propice à l'entrepreneuriat, au maillage coopératif et qui intègre déjà des outils de développement économique. Mais il manquait un maillon, bien évidemment un maillon essentiel, le design, avec sa dimension créative, globale, humaine et stratégique. Essentiel pour construire donc la Corse dans laquelle nous voulons vivre et apporter des solutions à ces enjeux. Donc les plus grands étant pour la Corse la préservation de la culture et de l'identité, la croissance démographique, la pauvreté, l'accès aux soins, la gestion des déchets et puis la transition numérique et environnementale. Donc il nous semblait évident que l'île de Beauté devait se doter d'un outil de sensibilisation, de promotion et de formation à ces disciplines. Donc nous sommes partis effectivement en 2019 sur un territoire qui était assez vierge en termes de promotion du design. Donc on a mis 2 ans d'évangélisation, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour parler du design, faire découvrir aux entreprises, aux différents acteurs. Et on a créé avec Jean-Louis Blénaud, donc en septembre 2019, l'école Subdesign, qui est la première formation d'enseignement supérieur dédiée au métier du design au cœur de la ville d'Ajaccio. Une classe préparatoire pour commencer, et puis à partir de la semaine prochaine, un parcours de 3 ans en design global, avec la formation de profils pluridisciplinaires dont les conceptions prendront en compte les spécificités d'un territoire géographique, améliorer le cadre de vie, les modes de vie, les possibilités, les opportunités au plus près des enjeux de terrain. Alors depuis 2019, nous avons multiplié les projets professionnels auprès des institutions, entreprises et associations avec les étudiants, hein, puisqu'une école, effectivement, est un formidable outil de promotion pour un territoire. Par exemple, concrètement, on a travaillé sur la valorisation culturelle et patrimoniale pour la ville d'Ajaccio à travers l'aménagement de sa citadelle. On a travaillé beaucoup sur l'aide à la personne avec l'aménagement des boutiques de secours populaire pour le bien-être des bénéficiaires. On a travaillé également sur des outils attractifs, des boîtes à collecte de dons pour l'association La Marido qui lutte contre le cancer ou encore l'association INSEM qui soutient financièrement les personnes qui vivent en Corse et doivent se rendre sur le continent pour raisons médicales puisqu'on ne peut pas tout soigner sur l'île. Ou encore des expériences du coup un peu plus légères autour des senteurs et matières premières de l'île pour valoriser les savoir-faire locaux avec des entreprises en pâtisserie et cosmétiques. Et puis en 2020, donc assez récemment, nous avons ouvert avec Claire Kinelato qui est dans la salle, l'agence Subdesign, qui est la première agence de design en Corse, puisqu'il n'en existait pas, une agence de design globale, pour aller plus loin avec la mise en œuvre et la réalisation de projets. Une 40aine de projets déjà ont été réalisés en 1 an en Corse. Nous travaillons avec des acteurs publics, privés, associatifs, dont les villes d'Ajaccio et de Bastia, et puis la collectivité de Corse, dans le domaine de la santé, l'entrepreneuriat, le patrimoine, l'alimentaire, le prêt-à-porter ou encore l'artisanat. Donc, design global, donc on travaille sur l'aménagement d'espace, la création de mobilier, création d'identité beaucoup, développement de produits industriels innovants aussi de plus en plus, et l'intégration de méthodologies d'intelligence collective, notamment au sein de la collectivité de Corse. Avec aujourd'hui, on a cette chance aussi d'avoir des clients qui viennent d'autres territoires, comme le nord de la France, Paris, ou encore récemment la République démocratique du Congo. Donc c'est vrai que les autres territoires nous inspirent et la volonté est bien cette ouverture. Et pour terminer, un aspect essentiel, je trouve, dont on ne parle pas assez souvent, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui me tenait à cœur d'aborder lors de cette inauguration de la France Design Week, c'est l'éveil au design chez les enfants. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. On pense que la méconnaissance du design, qui est effectivement mal définie, voire pas du tout représentée tout au long d'un parcours scolaire classique, participe grandement à l'inculture du design en France. Et ça commence chez cette jeune génération. Donc la créativité, la remise en question, l'esprit d'équipe, l'observation et l'empathie ne sont pas valorisés. Alors l'intelligence, elle n'est pas uniquement logico-mathématique, hein, elle peut être visuelle, sociale, émotionnelle. Donc c'est pour ça qu'à Subdesign, on a pris la décision d'ouvrir au sein de l'école des ateliers pour enfants dès 7 ans. Et vous serez étonnés de voir la créativité qu'on peut avoir à cet âge-là, avec des sujets très larges, alors souvent liés au territoire, hein, le but, j'ai exposé mon compteur, à son observation et sa compréhension. C'est un petit peu ce que je voulais dire. Pour conclure, depuis septembre 2019,
pour être très très concret hein, sur les chiffres, parce que c'est important d'en parler. Après, nous sommes une région, voilà, on est 380 000 habitants, donc on peut pas trop se comparer, mais en tout cas, depuis septembre 2019, la création de la structure a permis pour le moment à 33 élèves d'intégrer notre cursus, avec un taux de 100% de réussite pour la classe préparatoire, des étudiants qui rentrent maintenant en deuxième année dans les écoles de design sur le continent. Former 26 stagiaires en formation professionnelle, qui est une autre de nos activités. 23 enfants pour le moment en atelier de découverte du design, 18 élèves en stage d'observation de troisième, 46 projets au sein de l'agence, donc 46 projets dont une quarantaine sont sur le territoire corse, et la formalisation de partenariats avec 30 entreprises du territoire. Donc pour conclure réellement, la Corse compte bien continuer à intégrer le design comme outil de valorisation de son territoire pour améliorer la vie de ses habitants, mais aussi ses visiteurs, ses amoureux, et faire rayonner au-delà de ses frontières son histoire, sa culture et ses savoir-faire. Et des liens avec l'Université de Corté? On y travaille. On y travaille. Il faut savoir que nous, on est une école privée. Du coup, les liens se font plus sur le long terme parce qu'il faut effectivement faire la preuve, en fait, et la démonstration de ce qu'on amène. Mais c'est une volonté de notre part, oui. Très bien. Merci, Marina. Nous allons aller dans les Pays de la Loire avec notre ami Christian Guélerin qui dirige l'école de design Nantes Atlantique. Alors, Christian, parle-nous un peu de l'écosystème que vous avez mis en place depuis des années, parce que vous avez une certaine maturité. Oui, mais c'est un peu la vertu de France Design Week. Au fond, c'est dans toutes les expériences qui nous sont racontées là, c'est la fédération de l'ensemble des soutiens du territoire, de ceux qui structurent le territoire, c'est-à-dire c'est à Nantes, mais comme partout au fond, c'est l'occasion de travailler en même temps et sur le même projet avec les métropoles, les régions, le département, les agences de développement économique, les chambres de commerce, les designers, toutes les institutions, tous les centres de recherche, l'université, les centres de recherche privés, publics. Et c'est l'intérêt de cette France Design Week. Alors à Nantes, c'est 40 événements qui vont mailler l'ensemble de ces forces. Et ça, c'est une vertu. La deuxième vertu de France Design Week, c'est l'occasion de parler de tous les designs, et c'est pas toujours évident parce qu'on va des arts appliqués, de la céramique jusqu'à l'innovation, à tout ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire surtout la définition du design. Il se trouve que j'ai présidé une association internationale de design il y a quelques années, 150 membres, 150 définitions du design, et c'est du design. Donc c'est l'occasion effectivement de rappeler que le design, c'est à la fois une discipline tactique, c'est une discipline de création et d'objets, c'est aussi une discipline stratégique pour un certain nombre d'entreprises, et on parle de produits, on parle d'objets, mais on parle d'usage, de plus en plus on parle d'expérience et on est à un autre niveau. C'est à la fois une discipline tactique, une discipline stratégique d'innovation. Et au fond, la vertu de la Design Week, c'est cela. C'est-à-dire, c'est cette fédération, au fond, de la recherche, de l'expérience, de l'expérimentation, de l'éducation et des entreprises et de la société en général. Et tout ça maillé sur une vision pour demain. Donc, cette formidable occasion, et c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur la définition de la Design Week à Nantes. Je voudrais simplement, parce que je ne vais pas paraphraser tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, parce qu'on fait à Nantes ce qui est fait ailleurs, au fond. En revanche, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la vertu de la France Design Week comme vecteur d'une représentativité internationale. C'est-à-dire comment ce que l'on fait sur nos territoires et pour le développement de nos territoires, comment cela rayonne à l'international et comment on va être vu de l'étranger, puisque on a effectivement un objectif aussi pour nos entreprises et pour nos institutions d'être représentés à l'international, puisque nos marchés et nos problématiques sociétales et sociales ont des équivalents à l'étranger ou ont des objectifs internationaux pour les entreprises. Comment on fait pour que l'ensemble de ce que l'on fait soit vu de l'étranger et, puisque en ce moment on travaille avec Thomas Pesquet, soit vu de la Lune dans une certaine mesure. Et là, je pense qu'il y a une étape supplémentaire sur laquelle Monsieur Mondo et Monsieur Sama et Madame Galando vont s'interroger au fond, c'est comment on passe cette étape de la reconnaissance de nos territoires à l'international.
petite mention, enfin, on en a parlé tout à l'heure, il y a quelques années à Nantes, je suis allé à l'université et l'université, effectivement, ne m'a pas véritablement reconnu, encore qu'il y avait des gens à l'université qui commençaient à s'intéresser au design. C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes associés à l'université de Nantes. Je vous rappelle que ce dont l'on souffre dans l'éducation au design en France, c'est finalement la non-reconnaissance académique du design, puisque le design n'est pas une discipline académique historique. Alors, de plus en plus d'universités s'y mettent, Dominique le sait bien, et d'autres le savent, puisque de plus en plus on travaille avec les universités, d'où la question d'ailleurs, est-ce que vous travaillez avec l'université de Corté, qui est essentielle au fond, parce qu'on a besoin de la recherche fondamentale, on a besoin de la recherche universitaire, et il n'y a pas de territoire fort sans université forte, et il est important que nos écoles s'accrochent à l'université. C'est aussi la vertu de la Design Week. On a un programme important avec l'université de mise en commun à la fois de la recherche fondamentale et à la fois de ce que l'on fait à l'école de design ou dans d'autres institutions sur le territoire. Merci Christian pour ton intervention. Et pour continuer, nous allons aller en Île-de-France. Et nous allons écouter Amandine Langlois, qui est associée à une agence qui s'appelle Prémis & Co, si je ne me trompe. Chère Amandine, la région Île-de-France et la ville de Paris aussi, qui englobe cette ville, sont très actifs pour le design. Pouvez-vous nous parler des actions sur le territoire et de tout ce qui a été mis et organisé de manière très concrète? Oui, bonjour. Moi, je suis cofondatrice de l'agence Prémis & Co. Nous sommes spécialisés en économie circulaire et basés à Paris. Et on est très honorés de représenter l'Île-de-France aujourd'hui. Parce qu'en effet, l'Île-de-France, elle fait figure de locomotive pour le design français. Elle possède 73% des designers français sont sur le territoire de l'Île-de-France, qui représente plus de 40 000 professionnels. Donc, la ville de Paris est une figure majeure de cette dynamique, avec des événements importants comme la Paris Design Week, mais aussi des institutions importantes comme la PCI, le Bureau du design, de la mode et des métiers d'art, ou l'Institut français du design. La mairie de Paris également soutient la création, avec notamment 3 écoles d'art parisiennes et l'incubateur des ateliers de Paris, par lequel nous sommes passés. La région est également reconnue comme un lieu d'excellence pour la formation, avec plus de 30 écoles de design, dont 13 publiques et 1000 laboratoires associés à la recherche en design. Et pardon, je suis perdu dans mes questions. Dans votre thématique que vous aviez proposée, qui est de la matière à la décision, la responsabilité du designer, vous pouvez nous parler de cette responsabilité du designer? Tout à fait. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les crises sociales, économiques, environnementales s'enchaînent et nous poussent à reconsidérer notre rapport au monde et donc notre rapport au projet. Et nous sommes de nombreux designers à chercher à avoir des approches de projets plus modestes et plus ancrées localement, notamment à travers la question des matériaux, du réemploi et des circuits courts. On peut citer comme illustration le projet que vous voyez à l'image actuellement des étincelles, auquel nous avons répondu avec un réseau d'acteurs locaux. Il s'agissait donc de réemployer l'ancienne scénographie du Palais de la Découverte pour aménager le Palais de la Découverte temporaire. Donc ce projet s'est réalisé à 98% à partir de matériaux de réemploi. Donc on voit que le design ancré localement, il permet à la fois de bien connaître les gisements et les ressources, les compétences des artisans et les opportunités à proximité, permettant d'avoir des projets à faible impact environnemental, mais à fort impact sur l'activité locale. Et au-delà des aspects matériels, le design peut être au service de la transformation de l'action publique et d'améliorer directement la vie des citoyens. On peut citer sur l'image suivante l'appel à projet de la région Île-de-France pour les lycées franciliens.
auquel donc Isabelle Desron, une designer, a proposé un centre de documentation et d'information qui répond aux besoins actuels, prenant en compte la diversité des utilisateurs et aussi les évolutions technologiques qui ont bouleversé les conditions d'accès à la connaissance. Donc le design, c'est un outil de service public, mais ça peut être aussi un outil d'émancipation individuelle en donnant les outils aux citoyens pour apprendre à faire par soi-même. Dans cet esprit, notre agence Prémisse & Co a créé les ateliers Chute Libre. Donc c'est un lieu qui est ouvert depuis 2018, où il s'agit d'apprendre au public à construire soi-même des meubles à partir de chutes de bois qu'on a collectées dans un rayon de 15 km autour de l'atelier. On pense que des lieux de création et de transmission ouverts au public, comme des ateliers, des Fab Labs, des tiers-lieux associatifs, s'ils ont un bon ancrage local, peuvent devenir un réel outil d'émancipation pour apprendre à construire par soi-même et à agir directement sur son environnement. Donc la transformation de nos modes de vie, elle est nécessaire, mais elle ne signifie pas renoncer au plaisir, à la beauté ou à la création. Et la responsabilité du designer, elle est de s'emparer de ces enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux. Mais ce n'est pas une entrave à la création, bien au contraire, ça ouvre des champs de réflexion à la fois joyeux et passionnants pour contribuer à tendre vers un futur à la fois plus désirable et plus soutenable. Mais ça fait partie de son ADN au designer, de prendre en considération toutes ces, non pas contraintes, mais opportunités créatives. Merci Amandine. Et pour terminer notre Tour de France, on l'avait débuté avec la région Hauts-de-France et la capitale mondiale du design avec Lille. Et on va la terminer aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes avec nos amis de Saint-Étienne et avec la très attendue, parce que malheureusement elle a été décalée pour les raisons qu'on connaît, Biennale du design de Saint-Étienne qui se déroulera à partir d'avril en 2022. Et je voudrais, pour que nous parler de cette région et de tout ce qui est mis en place, donner la parole à Éric Jourdan, qui est directeur de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Alors, cher Éric, parle-moi un peu de la programmation aujourd'hui actuelle à la Cité du Design, en quelques mots, avec une très belle exposition qui démarre là, ou qui vient de démarrer, ou qui va démarrer. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Merci Laurent, bonjour à tous. Alors la programmation de la Cité du Design, c'est, alors on va faire ça d'une manière assez factuelle, à proximité géographique et aussi en termes de temps. Il y a la présence de la Cité du Design et de l'école à la Paris Design Week à la Galerie Joseph, rue de Turenne, où nous montrerons des projets réalisés par des étudiants avec des entreprises dans le cadre de concours. Nous tenons à rappeler à la Cité du Design et à l'école les liens assez forts que nous avons avec les entreprises, tout en restant dans des démarches prospectives et de recherche. Ces deux entreprises sont SINA, que tu connais bien, et Eno Studio. Donc, ces deux projets qui ont été conçus dans le cadre de concours et qui seront montrés et qui sont aussi des projets maintenant commercialisés. Alors, bien sûr, c'est aussi la programmation, c'est la Biennale de design de Saint-Étienne. Sur le thème des bifurcations, c'est comment le design peut accompagner les bifurcations sociétales, environnementales ou industrielles, ou aussi les anticiper. Donc, c'est 6 expositions qui auront lieu à Saint-Étienne l'année prochaine, en 2023. Et en 22, pardon. Et tu vois, ça, c'est un lapsus. Et en termes de région, c'est aussi un volet qui s'appelle Résonance, où plusieurs expositions sur le thème des bifurcations seront montrées dans la région et aussi au-delà de la région. C'est bien sûr ce dont tu parlais, c'est l'exposition Homo Spacius qui ouvrira le 3 novembre, qui en fait le thème est comment l'homme a découvert son univers très proche, à la fois sur Terre et maintenant au-delà de la Terre, sur l'espace, dans l'espace, voilà. Et la programmation de la Cité du Design, ce n'est pas seulement des expositions ou des événements, mais c'est aussi, par exemple, la mise en place de la cabane, qui est un lieu dédié à l'éveil au design. Ça nous rapproche de ce qui se passe en Corse, de l'éveil au design pour les jeunes enfants,
à travers des ateliers. Voilà, donc c'est en place depuis un mois à peu près. Et ça a beaucoup de succès. Un autre sujet qui est important pour vous, qui est la formation, qui est un véritable enjeu. Que mettez-vous en œuvre et en lien avec le territoire aujourd'hui autour de la formation? Alors, nous allons mettre en place dès la rentrée, c'est-à-dire dans 15 jours à peu près, nous allons ouvrir une formation qui s'appelle Public, en fait, qui est une formation qui est pour, former les étudiants à toutes les problématiques de développement public, territorial. Donc, c'est une formation que nous menons avec Sciences Po Lyon, en collaboration avec Sciences Po Lyon. Nous allons, au deuxième semestre, commencer aussi une nouvelle formation avec l'EM Lyon. C'est en fait comment faire en sorte que des jeunes gens qui vont travailler ensemble en fait après leurs études puissent se rencontrer en amont et se familiariser avec leur formation respective et faire des échanges. Et nous aurons même dans cette formation un volet de développement de projets avec des industries de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis aussi quelque chose que nous allons mettre en place aussi dès la rentrée, qui est une prépa publique que nous pourrions qualifier de sociale, en fait, pour essayer de faire en sorte que de jeunes gens issus du territoire puissent avoir accès à des formations en design et puissent en fait pouvoir passer le concours des écoles d'art l'année prochaine. Donc nous commençons cette année. Parfait. Merci Eric de nous avoir donné toutes ces informations. Voilà, le temps passe et passe malheureusement trop vite. J'ai une question qui est posée sur Livestorm et qui concerne l'avantage qu'elle concerne tous les intervenants. Elle est posée par Jean-Paul Cornillou qui dit « Ma question, enfin, qui s'adresse à tous les intervenants est la suivante. Plus que les actions pour le design, quelles sont les actions ou modalités mises en œuvre pour permettre de comprendre en quoi le designer est indispensable à la dynamique design dans tous les secteurs ?» Qui veut répondre à cette question importante et essentielle sur le rôle du designer? Laurent, moi je veux bien répondre. Le son est là ou pas? Le son est là. Ah bon. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est le quantitatif. On est dans le temple de la mesure financière. On est tous convaincus, et je pense que beaucoup de gens sont convaincus que finalement, en valeur d'estime, le design est très fort. Il fait résonner avec quelques consommateurs que ce soit. Chaque citoyen est sensible, plus ou moins différemment. Et pour nous, en Occitanie, ça sera un de nos chantiers, c'est d'essayer de trouver la solution pour exprimer de manière simple les résultats économiques du design. C'est un peu brutal, mais je pense que si on n'arrive pas à faire cette démonstration, à moins que ça existe déjà, j'en ai parlé un peu avec Brigitte Borja, Isabelle Leblanc, enfin il y a quand même du monde qui réfléchit à la question depuis longtemps. Et s'il n'y a pas cette reconnaissance du quantitatif, du mesurable, je pense que c'est compliqué. Et c'est pas grave, hein, mais c'est un vrai chantier. Voilà, est-ce qu'on aura les moyens de faire cette démo, à moins qu'elle ait déjà été faite? Moi, je suis pas académique, hein, ou très peu, très marginalement, mais parce que ça peut venir du monde académique, mais je pense que ça peut surtout venir des chefs d'entreprise. Comment les interroger, créer des cahiers des charges avec des designers et pas uniquement avec, je dirais, des purs financiers ou des acteurs de l'économie, mais véritablement des designers dans leur diversité et voir comment on peut faire remonter de l'info pour faire la démonstration. Nos clients le cachent parfois. Ils sont jaloux, ils croient avoir une martingale parce qu'ils ne comprennent pas tout. Donc, comment faire pour que ça soit vulgarisé et que les chefs d'entreprise puissent s'en emparer sans inquiétude? Je parle de ceux qui ne pratiquent pas jusqu'à aujourd'hui. 11% tout à l'heure, j'ai entendu, je sais plus, c'est ça, hein, c'est terrifiant. Et alors, nos clients, ils sont un peu jaloux de ça, ils ont parfois du mal. Decathlon ne fait pas trop la démonstration du cercle vertueux qu'il a mis en place en mettant ensemble un designer, un ingénieur et un marketeur pour faire court. Mais voilà, c'est ça que je pense qu'il faut démontrer, quelle que soit la taille d'entreprise, quelle que soit sa culture,
avec du durable, de l'équitable, du formidable, de tout. Hein. On met tout dans la banette. Les entreprises sont très, très diverses. Ça peut être des acteurs publics, etc. Sinon, on se retrouve avec des silos. Et chaque fois qu'on parle de design, on pense que c'est une des thématiques qui est traitée. Alors qu'en fait, c'est effectivement transversal, avec des proportions différentes, etc. Il faut qu'on arrive à analyser ça et à l'expliciter. Ça, c'est un de nos objectifs. Christian, en tout cas, en un autre... Oui, alors un avis complémentaire peut-être? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis dans le design moi-même depuis 20 ans, mais ça fait 20 ans qu'on tourne autour de ça et on ne trouve pas la solution véritablement. Il y a une autre dimension qui me paraît importante, c'est la dimension stratégique du design. C'est-à-dire qu'on est en train de changer de paradigme industriel. On est en train de passer d'un paradigme comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire à un autre paradigme comment je fais autre chose avec ce que je sais faire. Et on est inscrit dans des mutations radicales de contexte qui nous obligent à l'innovation et qui nous obligent à faire autre chose avec ce que l'on sait faire. Et finalement, c'est une autre dimension que la dimension purement valeur ajoutée du design. C'est-à-dire que si un certain nombre d'entreprises, parce qu'il y a des mutations écologiques en particulier, mais pas seulement, il y a des tas d'autres mutations, globalisation économique, substitution de technologie à une autre technologie, si effectivement les entreprises n'apprennent pas à faire autre chose avec ce qu'elles savent faire et mettent en place des organisations autour de ce paradigme, eh bien, elles court le risque assez rapidement de s'appauvrir et de mourir. Et là, on n'est plus dans cette représentation purement économique, on est véritablement dans une représentation stratégique. Et je pense que le design, par la définition des usages, la définition de l'expérience, permet cela, permettent la prévision, la prospection, la prospective sur la façon dont on va vivre demain et sur la façon dont les entreprises vont pouvoir muter. Et c'est extrêmement intéressant. Et là, les modalités, c'est extrêmement simple. C'est de monter sur la scène et de dire effectivement les entreprises, de donner des exemples d'entreprises qui ont muté, C'est-à-dire, on a une PMI, PME extrêmement connue sur le territoire à Nantes, connue de tous, qui est passée de la chaussure à la chaussure connectée et qui est en train de se poser la question de savoir si avec la chaussure connectée, elle va continuer à vendre des chaussures ou vendre le service lié à la connexion de la chaussure. Elle aura définitivement changé de métier. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les chaussures ne se vendent plus dans le magasin du coin, mais sur des plateformes internationales avec une concurrence internationale totalement exacerbée, le problème n'est plus tant de dessiner la chaussure que de se poser la question de la connexion qui va avec la chaussure. Eh bien, c'est ça le design. C'est-à-dire, c'est cette dimension stratégique. Et là, on n'est pas en train de se poser la question de la valeur ajoutée. On est en train de se poser la question de comment je suis en capacité de changer de métier. Et là, il faut témoigner de cela toujours. Merci à vous deux pour cette réponse. Il va être temps, malheureusement, de conclure cet après-midi et cette inauguration de France Design. Je voudrais dire merci à tous nos intervenants pour leur partage, pour tout ce qu'ils font au quotidien et pour un grand nombre d'entre eux, si ce n'est la quasi, de manière bénévole. Il est important de le rappeler avec les moyens qui sont les leurs. Donc, c'est important de créer des partenariats, d'avoir des entreprises, d'avoir des partenaires qui permettent de réaliser l'ensemble de ces actions. Merci pour votre implication, merci pour votre formidable énergie dans un but commun et qui est de partager et de valoriser le design avec le plus grand nombre et tous les territoires. Merci au public que je ne vois pas et qui a été connecté pendant toute cette période d'intervention. Je vais redonner la parole à Dominique Siama pour conclure. Mais avant, je voudrais vous souhaiter à tous une belle et une énergique France Design Week, bien sûr dans le respect des règles sanitaires. Et pour ma part, un cri de ralliement à la manière d'un grand réalisateur. Vive le design! Merci Dominique. Merci Laurent, merci à tous. Tout à l'heure, j'ai oublié de remercier un certain nombre de personnes, je vais le dire maintenant. 14 septembre, qui nous a beaucoup aidé dans la relation avec la presse. Évidemment, des acteurs nationaux, l'Institut français design, Anne-Marie, merci beaucoup. France Design Éducation, Christian, merci beaucoup. Mais aussi les designers français, Charles,
Merci beaucoup. Et puis la région Île-de-France qui aussi nous a aidés financièrement dans le montage de cet événement. Donc merci à tous. Je voudrais donc là conclure en vous disant combien moi d'abord j'ai énormément appris de choses en vous écoutant sur la nature des projets, mais surtout j'ai vu combien, vous avez vu combien cette richesse s'exprime. Et moi il y a une figure qui s'impose à moi, c'est la figure de la croix. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui relève de l'universel, quelque chose qui relève du local, quelque chose qui relève de l'institution, il y a quelque chose qui relève de l'action. Il y a quelque chose qui relève de l'État, quelque chose qui relève des territoires. Et cette figure de la croix, cruciforme, voilà, c'est tout le temps le vice, hein, je pense, eh bien, je crois qu'elle s'impose là, d'accord? Et je pense que c'est une leçon qui nous est donnée au travers de la mise en œuvre de France Design Week. C'est une leçon pour moi que je vois comme politique. C'est-à-dire que cette France Design Week, France Design Week, ça commence par France. Ça se passe ici, en France. Et en France, la culture, c'est une culture largement verticale, où l'État a un rôle extraordinaire à jouer, parfois surdimensionné, parfois aux dépens des territoires. Et toute la question, c'est de savoir comment on crée l'équilibre entre la volonté qui s'exprime au niveau le plus haut et puis les initiatives qui se prennent au niveau le plus bas. Et France Design Week relève de ça. La création du Conseil national du design est l'expression d'une volonté nationale. La réalisation de France Design Week est l'expression d'une volonté territoriale, nationale, territoriale. Et je pense que c'est une leçon que nous devons prendre. C'est aussi un discours à destination de la puissance publique qui nous aide, et je les remercie encore. Et je les remercie, et parce que je les remercie et parce qu'ils nous aident, je me permets de les interpeller en leur disant comment nous passons définitivement à un mode de fonctionnement cruciforme où l'État prend toute sa part et où les territoires prennent toute la leur. Voilà, merci. Merci Dominique. Espérons que ça ne soit pas un chemin de croix. Merci à toi. Je crois que certains d'entre vous sont attendus pour la réunion qui suit, sur la création de notre premier Conseil national du design. Et nous nous en réjouissons. Donc, messieurs, travaillez bien, travaillez pour que le design soit reconnu à tous les étages, à tous les niveaux, à tous les pouvoirs politiques. Et un grand merci à vous et bonne visite de la France Design Week. Merci.